Ceux qui crachent sur la France devraient réfléchir à ce qu'il serait s'il n'y avait plus de France. On ne pourra pas faire sortir la France de cette œuvre de domestication, de domination de la France par des forces étrangères, si on ne rassemble pas des gens venus de droite et de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est comme ça. Le Pen disait « Je préfère être battu sur mes idées qu'être élu sur les idées des autres ». Mais Madame Le Pen, c'est l'inverse. Elle préfère être élue sur les idées des autres qu'être battue sur ses idées. Tout par à volant. Et on a le sentiment d'un peuple qui est en train de s'enfuir de son propre pays mentalement. Comme les Français sont réservés à l'idée de sortir de l'UE et encore plus de l'euro, comment pourrait-il être pour, puisque tous les médias leur disent que ce sera l'apocalypse? Si c'est pas moi, ça sera un autre. Si c'est pas maintenant, ça sera dans 5 ans, dans 10 ans. Mais la construction européenne explosera. Il est l'homme qui a fait émerger le débat du Frexit en France, 7 ans après avoir été candidat à la présidentielle. Où en est-il? Quel est son projet? Quelles sont les valeurs qu'il porte? Et en quoi est-il différent des autres souverainistes? Bonjour François Asselineau, bienvenue chez Front Populaire. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, on vous connaît pour être l'homme de la sortie de l'Europe, ça je l'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que François Asselineau pense au-delà de cette thématique? Quelle est votre vision politique que vous partagez et de qui s'inspire-t-elle? Si vous me le permettez, je trouve que c'est une excellente question que vous posez, parce que nous sommes dans un monde où, en fait, de l'extrême droite à l'extrême gauche, on ne sait pas ce que les gens veulent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent de la France dans 20 ans. Quelle est leur vision de ce que doit être la France? On ne sait même pas s'ils veulent toujours qu'il y ait la France, d'ailleurs. D'ailleurs, tout est fait en ce moment pour que la France disparaisse. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, nous inscrivons dans 1500 ans d'histoire de France. Nous nous inscrivons, je cite souvent, peut-être un peu trop souvent d'ailleurs, Charles de Gaulle, non pas par vénération, et Charles de Gaulle, comme tout être humain, il a fait des erreurs. Mais enfin, c'est quand même, à notre avis, le plus grand homme politique français du XXe siècle. Et son action, si on voulait la résumer, c'est l'action qui a parcouru toute l'histoire de France, depuis l'accession, au moins depuis l'accession d'Hugues Capet au trône de France, et on pourrait même remonter jusqu'à Clovis, et même remonter jusqu'à Vercingétorix en tordant un petit peu l'histoire, en reprenant le narratif des historiens du XIXe siècle, c'est-à-dire la volonté d'un peuple d'être libre et indépendant. D'ailleurs, français, ça veut dire libre, homme libre. Hein. Il y a 2 pays au monde qui s'appellent les pays des hommes libres, c'est la France et c'est la Thaïlande. Voilà. D'ailleurs, la Thaïlande est le seul pays d'Asie à n'avoir jamais été colonisé, en fait. Et la France, c'est un pays qui, au cours de sa longue histoire, a été à plusieurs reprises, comment dirais-je, soumis à l'étranger, et toujours le peuple français s'est redressé pour reprendre les manettes. De telle sorte que nous n'aimons pas le mot souverainiste, un mot que je réprouve, je ne me qualifie pas de souverainiste. Notre mouvement ne se qualifie pas de souverainiste, parce que dans le mot souverainiste, il y a quelque chose d'un petit peu folklorique, en fait. D'ailleurs, le mot souverainisme a été inventé par nos amis québécois. Je rappelle que vous êtes dans un média souverainiste. Oui, mais nous préférons à ce terme le terme de mouvement de libération nationale. Parce que notre lecture des choses, c'est ça qui nous distingue, je crois, de tout l'échiquier politique français, c'est que nous considérons que sous couvert de prétendue construction européenne, en fait, c'est pas la construction européenne dont on devrait parler, c'est la destruction française. Et sous couvert de construction européenne, la France, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, sans que les Français ne le comprennent, la France est devenue une colonie. C'est-à-dire, c'est une espèce de ruse extraordinaire de l'histoire où la France a imposé sa règle coloniale à des pays dans le monde, tout au long du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle. Et désormais, par une espèce d'ironie mordante de l'histoire, c'est la France qui est devenue une puissance colonisée. Colonisée, disons les mots très clairement, par les États-Unis d'Amérique depuis 1945, qui, par toute une série d'artifices, en fait, a volé aux Français la souveraineté et l'indépendance, et on le voit au quotidien quant à notre diplomatie, nos intérêts économiques, notre culture, notre mode de vie, notre alimentation, nos références culturelles. De plus en plus, la France est devenu un pays qui est dans l'orbite anglo-saxonne. Donc c'est de ça que nous voulons nous libérer pour que la France
redevienne la France. Vous savez, il y a une très belle parole de Charles de Gaulle qui disait qu'il s'adressait à toutes celles et tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Voilà. Donc ça, c'est notre objectif fondamental. Et c'est la raison pour laquelle nous condamnons la construction européenne. J'ai fait tout un travail d'explication, je vous remercie de l'avoir cité, depuis maintenant 18 ans. Et avant, je l'avais fait de façon privative, si j'ose dire, auprès des ministres que j'ai servis. Mais publiquement, je me suis installé à mon compte, si j'ose dire, parce que j'ai constaté qu'il n'y avait absolument personne pour reprendre cette analyse. Donc nous avons une analyse très précise sur ce qu'est la construction européenne, mais ça n'est pas une analyse qui est... Parce que très souvent, on nous dit « vous êtes xénophobe, raciste, vous voulez refermer la France sur elle ». Non, pas du tout. On veut que la France redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une puissance à vocation universelle, ayant vocation... la fille aînée de l'Église, une puissance catholique d'origine. Catholique, je vous rappelle qu'en grec, c'est catholikos, ça veut dire universel. Et la France a ce message. La France a toujours été un pays très ouvert sur le monde. D'ailleurs, on est au carrefour de l'Europe occidentale, géographiquement parlant. Et donc, loin de devoir refermer la France sur elle-même, nous voulons au contraire la rouvrir sur le monde et expliquer aux Français que le monde ne se limite pas, si vous voulez, à ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc nous avons un positionnement politique qui est, je crois, très très différent de beaucoup d'autres. Est-ce que toute ambition politique, on parlait du Frexit, toute ambition politique dépend-elle seulement de la sortie de l'Europe ? Non, bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez... vous avez... c'est un peu comme si vous aviez posé la question à Charles de Gaulle en juin 40, en lui disant « Est-ce que tous les problèmes de la France se résument à l'occupation allemande ?» Bon, non, évidemment, les problèmes, on vit avec. La France, elle a des problèmes qui sont multiples. Bon. Mais il y a un point absolument nodal. C'est que tant que les Français n'auront pas récupéré leur droit absolument souverain à décider par eux-mêmes de leur avenir collectif, c'est-à-dire lorsque les Français se verront imposer une politique, sans que beaucoup... Il y a encore énormément de Français qui n'ont pas bien compris. Je vois les débats là, sur Bayrou, la censure, la politique générale, comme pour Barnier auparavant, etc. Et puis, la gauche comme la droite et l'extrême droite, qui passent leur temps à taper sur Bayrou, sur Barnier, sur Macron, en disant ci et ça et ça. Ils oublient quand même simplement que Macron, Bayrou, Barnier ne sont que des employés qui sont assujettis à appliquer une feuille de route dont depuis 18 ans je m'efforce d'expliquer aux Français quel est le contenu. Voilà. Et donc, tant que les Français ne se seront pas sortis de ça, on va continuer à dégringoler. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des gens qui disent « Regardez le Brexit, ça marche pas bien, etc. » Moi, je dis « Attendez, le Brexit au Royaume-Uni, d'abord, on nous a expliqué que c'était pas possible. Moi, quand j'ai créé l'UPR, sortant de l'Union européenne, on m'a expliqué que c'était absolument impossible de sortir de l'Union européenne. Ça a duré de 2007 à 2017. Pendant 10 ans, on m'a expliqué que c'était pas possible. Et puis donc, il y a eu le référendum de 2016 au Royaume-Uni, et puis les négociations extrêmement compliquées, parce que le Royaume-Uni, c'était, sans entrer dans trop de détails, mais les dirigeants britanniques, ça a été Theresa May notamment, qui a été chargée de faire le Brexit, elle était contre. Il y avait un côté Pénélope, vous savez, dans l'Odyssée, qui avait dit qu'elle se marierait avec un des prétendants lorsqu'elle avait terminé sa tapisserie, puisque son mari Ulysse avait disparu. Et vous savez qu'elle faisait une tapisserie le jour et la nuit, elle détricotait. C'est ce qu'avait fait Theresa May. Et on peut considérer que l'élite britannique, une partie d'entre elles d'ailleurs, parce qu'une partie était pour le Brexit, a fait en sorte que le Brexit ne soit pas encore tout à fait allé jusqu'à son terme. Vous savez que c'est une des critiques fondamentales de Nigel Farage, dont d'ailleurs le parti politique Reform UK est en train de dépasser le Labour dans les sondages. C'est une des critiques fondamentales de Nigel Farage, c'est que le Brexit n'a pas encore porté tous ses fruits, tous ses effets. Et puis accessoirement, le gouvernement britannique, comme les gouvernements de l'Union européenne, a pris des sanctions contre la Russie, s'est donc coupé des débouchés russes, a donc un prix de l'énergie qui est très élevé, ça s'aligne complètement sur le narratif américain. Donc le Brexit, si nous on fait un Brexit, ça ne sera pas la même chose que le Brexit. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que, bien entendu, si Frexit il devait y avoir,
Ça appartiendrait ensuite, la direction des affaires serait ensuite d'essayer un gouvernement français. Or, l'expérience historique montre que, au cours du XXe siècle, on a eu des gouvernements d'une France souveraine et indépendante qui ont bien œuvré, et d'autres qui ont mal œuvré. Voilà, donc c'est tout. Il faudra, et je suis d'accord avec le fait que ça n'est pas la garantie que la France sera bien gérée. Je suis d'accord aussi avec le fait qu'il y aura des difficultés. La sortie de l'euro posera des difficultés, la sortie de l'Union européenne posera des difficultés, mais les gens qui m'objectent ce genre de difficultés sont en fait des gens qui m'objectent des difficultés conjoncturelles face à un problème qui est structurel. Voilà, c'est un peu comme si les gens qui me disent, vous comprenez, si on sort de l'euro, on va avoir des taux d'intérêt extrêmement élevés, c'est absolument impossible. Maintenant, c'est un peu comme des personnes qui auraient dit à De Gaulle en 41 ou 42 ou 43, mais vous comprenez, si les Allemands quittent la France, comme les troupes allemandes, elles font tourner le commerce, et puis ça va pas se passer comme ça, il va y avoir des bombardements, il va y avoir des destructions des infrastructures, des ponts, des trucs et des machins, des villes entières qui vont être rasées, ce qui a été le cas d'ailleurs, comme Le Havre, Saint-Lô, Saint-Dié-des-Vosges, etc. Donc tout ça est exact. Mais est-ce que pour autant, la France allait rester sous le joug d'une occupation étrangère? Et quand je fais cette comparaison, j'insiste sur le fait qu'il y a des gens qui vont dire vous pouvez pas comparer l'un et l'autre. C'est De Gaulle lui-même qui avait fait la comparaison. Dans le C'était De Gaulle de Perfit, De Gaulle explique à Perfit pourquoi on ne peut pas soupçonner De Gaulle d'avoir été favorable aux nazis. Bon. Mais De Gaulle, c'est quelqu'un qui s'est battu constamment pour la souveraineté et l'indépendance nationale. Il s'est battu contre l'Allemagne nazie, il s'est battu contre la domination, enfin, le risque soviétique par un parti communiste interposé, mais il s'est battu aussi contre la malice anglo-saxonne. Et il explique De Gaulle à Perfit qu'il s'est toujours refusé de célébrer le débarquement du 6 juin 1944 parce qu'il a dit, que c'est très très fort, hein, c'est dans le livre de Perfit, parce que c'était dans l'esprit des Américains, c'était le prélude à une seconde occupation du pays. Vous savez que les Américains étaient venus, ils voulaient maintenir au pouvoir Pétain, Laval, avec Édouard Herriot. C'était le projet américain. J'ai fait une vidéo récemment pour commenter les lettres qui Roosevelt, d'ailleurs, je me permets de dire, mais Roosevelt détestait De Gaulle aussi. Voilà, exact. D'ailleurs, De Gaulle avait dit à je crois que c'était à sa secrétaire, j'ai vu ça je me demande si c'est pas chez Jean Lacouture que j'ai lu ça, De Gaulle avait dit en parlant de Roosevelt, si vous saviez comme cet homme était méchant. Roosevelt a tout fait pour barrer la route à De Gaulle, y compris lorsque Darlan a été assassiné à Alger en novembre 1942, à promouvoir le général Giraud, qui était un pétainiste contre De Gaulle. Et on voit, j'ai fait une vidéo très récemment que vous trouverez sur ma chaîne de télévision personnelle. On a une chaîne qui s'appelle UPR TV, mais j'en ai créé une autre qui est moins strictement politique, mais plus, j'allais dire, historique, etc. François Asselineau TV, j'ai fait une vidéo pour commenter quelques-unes des lettres qui ont été vendues aux enchères par les petits-enfants de Gaulle, les fils de l'amiral de Gaulle, récemment chez Arcurial le 16 décembre dernier. Et dedans, il y a quand même des pépites extraordinaires que je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent, si ça les intéresse, d'aller voir. Il y a notamment un petit mot qui a été écrit par Joséphine Baker, qui était une actrice de musical américaine, mais qui était entrée dans la résistance française, et elle écrit, qui était gaulliste, et elle écrit à De Gaulle depuis l'hôtel Claridge, c'était en 1947, elle lui écrit un petit mot, elle part en Amérique du Sud, et elle dit qu'elle a appris, parce que c'était une espionne, hein, elle était d'origine américaine, elle a appris que le gouvernement américain fait tout ce qu'il peut pour libérer le maréchal Pétain. Je rappelle que Pétain a été condamné à mort en 1945 à son procès, que De Gaulle a commué sa peine capitale en une prison à perpétuité et qu'il est emprisonné à l'Île-Dieu. Et donc, en 1947, les Américains encore veulent libérer le maréchal Pétain, parce que De Gaulle a quitté le pouvoir en 1946. Et donc, il faut bien comprendre que les Américains voulaient maintenir Pétain-Laval. Et les Américains ont voulu maintenir au pouvoir en 1945 des personnages politiques que les Français ont condamnés à mort, à la libération. Pétain et Laval. Et les Américains voulaient les maintenir au pouvoir. Laval y compris, parce que Laval avait une fille unique qui s'appelait José Laval,
et qui était marié au comte René de Chambrun, qui était lui-même le fils d'une Américaine qui s'appelait Clara Longworth, laquelle était apparentée à Theodore Roosevelt, le président des États-Unis du début du XXe siècle, et également à Franklin Roosevelt. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que l'objectif que nous poursuivons, c'est bien de libérer la France de toute emprise, comme a voulu le faire De Gaulle. Mais avant De Gaulle, il n'y a pas que De Gaulle, comme je le disais. C'est en fait 1000 ans d'histoire, puisque je rappelle que l'accession de Hugues Capet à Noyon au trône de France en 987, c'est un changement de dynastie, parce que justement les grands du royaume ne voulaient pas avoir un roi qui avait fait d'une certaine façon un hommage lige à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est une révolte des grands du royaume pour imposer une lignée qui soit purement française. Et après, on a toute une tradition. Philippe le Bel qui dit « Je veux être empereur en mon royaume ». Vous savez par exemple que Philippe le Bel s'opposait à toute mainmise d'une puissance étrangère. Donc il refusait à la fois le Saint-Empire romain germanique et il refusait aussi la papauté. Je rappelle que Philippe le Bel va faire assassiner le pape Boniface VIII à Anagni par Guillaume de Nogaret, qui est un de ses hommes de main en 1302, quelque chose comme ça. Et donc on a toute une lignée de rois, d'empereurs avec Napoléon Ier, puis ensuite de chefs d'État de républicains, et qui, pendant 1000 ans d'histoire, même un peu plus, auront pour objectif la souveraineté et l'indépendance nationale, au point d'ailleurs, les Français ne le savent pas, qu'il y a une douzaine de rois et d'empereurs, parce que c'est Napoléon Ier y compris, et qui ont été excommuniés par la Sainte Église romaine catholique et apostolique, parce que justement, ils s'opposaient au pouvoir des États de l'Église sur la France, tout comme ils s'opposaient aussi au Saint-Empire romain germanique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, dans la défense du Frexit auprès de l'opinion publique? C'est-à-dire que l'opinion, on sait dans les sondages, le dernier sondage, c'était 36% de personnes qui avaient une opinion favorable pour le Frexit, donc c'est quand même 36%, ce n'est pas rien. Et pour autant, on voit bien qu'électoralement, ça n'arrive pas à se matérialiser. Est-ce qu'en termes de communication, la communication sur le Frexit de la part de l'ensemble de la sphère frexiteuse, on va dire, est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur à un moment? Est-ce que, par exemple, qu'on ne nomme pas trop facilement les difficultés qui apparaîtront après? Est-ce qu'on n'a pas une vision trop idéaliste, trop naïve peut-être, du Frexit? Alors, moi, je ne pense pas. Je pense, si vous voulez, qu'il faut un certain, excusez-moi de le souligner, il faut quand même un certain courage et une certaine ténacité pour faire ce que je fais depuis 18 ans. Le problème auquel on est confronté, c'est que la France n'est plus une démocratie. C'est un pays où la liberté d'expression n'existe plus. D'ailleurs, de moins en moins, on le voit avec ces déclarations insensées qu'on voit actuellement. Et vous avez en France un périmètre très limité de ce que les Français ont le droit d'entendre sur les grands médias. Voilà. À partir du moment où j'ai dit qu'il fallait que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, j'ai été blacklisté. Et moi, alors, j'en ai voulu beaucoup aux journalistes, et puis maintenant, j'ai un peu de la tristesse pour eux. Parce qu'ils le savent, ils savent que ce que je dis est extrêmement important, extrêmement intéressant. Enfin, sauf il y en a quelques-uns qui sont des idéologues, mais il y a quand même beaucoup de journalistes qui ont quand même une petite conscience, une petite voix intime, et qui savent que ce que dit Asselineau, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant, et ils le savent d'autant mieux que lorsqu'on fait le parcours de tout ce que j'ai pu dire et faire depuis 18 ans, je suis désolé de le souligner, mais il n'y a rien de ce que j'ai dit qui n'ait été démenti par les événements. C'est formidablement explicatif de ce qui s'est passé, de ce qui s'annonce. En 2017, j'avais fait notamment, lorsque j'étais passé devant Pujadas sur France 2, on m'avait demandé 3 minutes, etc. Et j'avais dit, voilà ce qui va se passer si les Français ne votent pas pour moi. Que ce soit la droite, l'extrême gauche, la gauche, l'extrême... À partir du moment où on restait dans le cadre européen, j'ai dit, voilà ce qui va se passer. Et donc cette vidéo va tourner en boucle, elle continue de tourner en boucle, parce qu'il y a des sympathisants qui ont repris cette vidéo et puis qui ont montré que tout ce que j'avais dit, c'est révélé exact. La réforme des retraites, c'est pas Macron, comme veut le faire croire Mélenchon, c'est pas Macron.
La privatisation des services publics, c'est pas Macron. L'alignement complet sur l'OTAN et les États-Unis, c'est pas Macron. Je dis pas ça pour soutenir Macron. Je suis son ennemi son adversaire le plus acharné. Mais il faut bien comprendre que ça serait pas Macron, ça serait Édouard Philippe, ce serait je sais pas quoi, ça serait Cazeneuve, etc. Ce serait la même chose, en fait. Et la question que les gens devraient se poser, c'est que il y a des gens qui pensent « Ah mais oui, si je vote pour Marine Le Pen ou pour Mélenchon, ça changera. » Mais non, parce que Marine Le Pen et Mélenchon se trouveront, imaginons qu'ils arrivent à l'Élysée, ce que je ne pense pas ni dans un cas ni dans l'autre d'ailleurs, mais imaginons qu'ils arrivent un jour à l'Élysée, ils se trouveront confrontés au problème fondamental qu'ils se seront fait élire sur rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Et donc ils seront pieds et poings liés devant les médias et devant l'opinion publique parce qu'ils seront obligés de choisir entre leurs engagements électoraux, les promesses électorales qu'ils ont faites et les engagements européens. Et je pense, regardez ce qui est passé en fait en 84 là, avec le départ de Pierre Mauroy, le remplacement par Fabius. C'est-à-dire que en fait la France ils seront obligés parce que pour sortir de c'est un choix. Est-ce que le programme du Fréguet, j'ai une parfaite conscience de ce que je dis. Faire sortir la France de l'Union européenne, la libérer de l'Union européenne, ça veut dire au passage quasiment détruire la construction européenne. Puisque la France est une des grandes pourvoyeuses de fonds de l'Union européenne, et il y a un certain nombre de pays qui n'attendent que ça. Comme la France a toujours été, ou tout au long du 19e, ou de la Révolution française, fin 18e siècle, mais aussi, par exemple, la Révolution de 1848 contre Louis-Philippe, ça a été le début de le retour, le réveil des nations, comme on a dit. Ça a eu un effet de souffle sur l'ensemble du continent européen. Donc si la France sortait de l'Union européenne, évidemment les Pays-Bas, la République tchèque, la Grèce, l'Italie s'engouffreraient et peut-être l'Allemagne, puisque donc on va voir ce que vont donner les élections en Allemagne. Mais vous savez qu'il y a un mouvement, l'Alternative für Deutschland, qui est un mouvement qualifié d'extrême droite, qui maintenant a mis dans son programme le Dexit, ce qui est très, très, très important. Alors, pour répondre à votre question, c'est que il pourrait être facile, en effet, de se dire que face à des médias qui ont mis dans la tête des Français que sortir de l'Union européenne, ce serait l'apocalypse, face à ça, on va biaiser, on va dire qu'on est pour une autre Europe, on va dire que si, on va dire que ça. Mais, au bout du compte, cette politique pécamineuse, c'est une politique un peu médiocre, en fait, elle consiste à jouer au plus fin. Et l'expérience que l'on peut avoir, c'est que ça n'a fait qu'aboutir à rien. C'est lorsque vous prenez les déclarations de Chirac en 1979, juste avant l'élection, la première élection au Parlement européen. Vous voyez, Jacques Chirac qui dit, s'inspirant de ce que lui a soufflé, de ce que lui a écrit un an auparavant d'ailleurs dans le fameux appel de Cochin, ce que lui a écrit Pierre Juillet qui est vraiment quelqu'un qui s'inscrit dans la pensée gaulienne. Chirac en 79 dit cette Europe germano-américaine, cette Europe mollusque dans laquelle la France disparaîtrait, etc., nous ne l'accepterons jamais. Je sais pas, il suffit de taper, nous les gens verront ça sur Internet. Donc, à l'époque, le RPR pèse beaucoup. Et puis, Mitterrand ayant dit en conciliabule à Chirac, ça c'est Charles Pasqua qui me l'avait expliqué, que Mitterrand, dans les années 83-84, lui a dit qu'on n'était plus possible de devenir président de la République en France si l'on était contre la construction européenne. Chirac étant quelqu'un qui était avant la France, il y avait quelque chose qui mettait avant la France, c'est Chirac, c'est-à-dire qu'il était chiracien avant d'être patriote. Et donc, il aurait tué père et mère pour pouvoir être président de la République, fût-ce au prix de l'autodestruction de la fonction qu'il briguait. C'est d'ailleurs un des paradoxes extraordinaires de voir tous ces gens qui concourent pour être président de la République française, alors que la fonction n'a pas arrêté que de perdre de sa valeur. Il y a quelque chose d'assez fantastique là-dedans, assez lunaire, de voir tous ces gens qui concourent pour être président de la République, alors que la fonction, ils n'ont pas arrêté que de lui retirer du pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, dans les années 83-84, que
Mitterrand avec Charras et en complicité avec Jean-Marie Le Pen décide de promouvoir le Rassemblement national. C'est le fameux passage de Jean-Marie Le Pen à l'émission de François-Henri de Vireux. Front National plutôt, mais... Comment ? Vous voulez dire Rassemblement National, Front National. Oui, le Front National, pardon. Dont d'ailleurs Le Pen n'est pas le fondateur. Ça a été fondé par Alain Robert début 72. Le Pen y a adhéré à la fin 72. Mais enfin, Le Pen lui a donné une grande notoriété parce qu'il était assez connu. C'était un député poujadiste, etc. Et à partir de la promotion donc du Front National, par l'élection municipale de Dreux, dont on a fait une affaire nationale, alors que il y avait un candidat qui s'appelait Jean-Pierre Stirbois qui avait fait 11% des suffrages. Bon, d'accord, c'était pas mal. Mais ça, il a eu la une de tous les journaux pendant toute une semaine. Bon, il y a eu une promotion extraordinaire, puisque ce que j'ai compris en politique, c'est que lorsque vous ne voulez pas faire grimper un mouvement politique, vous n'en parlez pas. C'est ce qui nous arrive. Voilà. Si vous mettez tout l'accent des médias, des télés, des radios, des journaux sur un mouvement politique, même en disant quelle horreur, etc., en fait, vous le promouvez, bien entendu, puisque vous attirez vers ce parti politique tous ceux qui rejettent la situation. Et donc, il y a eu ce chassé-croisé des années 83-84, où Chirac, par ambition personnelle, a abandonné les idéaux gaulliens et au-delà de De Gaulle, les idéaux d'une France millénaire de souveraineté et d'indépendance nationale. Le même Chirac qui, en 79, dit qu'il refusera une Europe germano-américaine mollusque et qu'il ne l'acceptera jamais. En 1986, il est nommé Premier ministre de Mitterrand suite aux élections législatives et il accepte la CUNY de 86 avec la libre circulation des mouvements de capitaux qui est le prélude à l'Europe fédérale. D'ailleurs, dans la foulée, en 92, il appellera à voter oui au traité de Maastricht. Donc ça veut dire qu'entre 79 et 86, il s'est passé quelque chose. Or, si vous resserrez l'agenda, c'est 83-84. C'est-à-dire que on ne peut pas comprendre l'histoire politique française contemporaine si on ne comprend pas qu'il y a eu ce chassé-croisé parfaitement calculé, j'insiste, sur le fait que Chirac a abandonné le gaullisme, en fait, et qu'au même moment, on a promu, pas vous, pas moi, quand je dis on, c'est Mitterrand, Charras, les médias et une certaine oligarchie, a promu Jean-Marie Le Pen comme étant celui qui allait récupérer les idéaux de drapeau bleu, blanc, rouge, les idéaux de souveraineté et d'indépendance nationale, tout en excusez-moi la vulgarité du propos, mais en les salopant, en y ajoutant des dérapages, des commentaires, en assimilant le drapeau bleu, blanc, rouge à une certaine complaisance vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne, vis-à-vis de Pétain, etc., même pour aller jusqu'aux chambres à gaz, la fameuse histoire du détail. Donc il y a eu une volonté de salir cette idée, cette image. Donc on est toujours dans cette situation. Je me permets donc de relancer un peu sur le sujet de Jean-Marie Le Pen. Je comptais l'aborder plus tard, mais donc on va l'aborder maintenant. Vous, c'est quand on entend une partie de la sphère politique qui dit qu'il a été précurseur sur certains domaines, c'est pas quelque chose auquel vous êtes sensible? Alors, moi, j'ai rencontré une seule fois Jean-Marie Le Pen, c'était en 2002. En 2002, j'avais accompagné Charles Pasqua à une émission sur France 2 de préparation à l'élection présidentielle de 2002. Et ils avaient décidé d'inviter 5 moyens candidats, puisque ce sont les médias qui, en France, se présélectionnent les candidats. Et d'un côté, ils faisaient des émissions avec Chirac-Jospin, sous-entendu aux Français, c'est eux qui sont les finalistes. Ça, c'est une mise en conditionnement incroyable. Et puis, il y avait une espèce de poule, ça c'était la poule A, puis il y a une poule B. La poule B, c'était les moyens candidats. Bon, et puis il y avait la poule C, c'était les autres. Donc les moyens candidats, ils avaient sélectionné 5 candidats, qui étaient Jean-Marie Le Pen, Charles Pasqua, François Bayrou, Noël Mamère pour les écologistes et Arlette Laguillet pour la lutte ouvrière. Et donc à l'occasion lorsque ça s'était terminé, on est allé prendre un verre, puis c'est un quiproquo. Je m'étais retrouvé complètement perdu, et je m'étais retrouvé avec Jean-Marie Le Pen et puis ses collaborateurs. Je ne l'avais pas souhaité particulièrement, mais ça s'était trouvé comme ça, et ils étaient complètement pestiférés. Je m'étais dit intérieurement, ça ne doit pas être évident d'être comme ça pestiféré. Jean-Marie Le Pen était venu me voir,
Il était accompagné de Bruno Gollnisch, de Fernand Le Rachineux, qui était son imprimeur, à qui il s'est ensuite brouillé, et de Karl Lang, avec lequel il s'était également brouillé. Et lorsque Jean-Marie Le Pen était venu me voir, ça avait duré 3-4 minutes. Vous savez, je cite souvent Oscar Wilde, vous connaissez cet auteur irlando-britannique, et ses aphorismes assez rigolos. Et Oscar Wilde a dit un jour, méfiez-vous de votre première impression, c'est la bonne. Ce qui est le contraire de ce qu'on dit d'habitude, toujours il faut se méfier de ta première impression. La première impression que j'ai vue de Jean-Marie Le Pen, quand je l'ai vu en chair en os et quand j'ai un petit peu parlé avec lui, c'est qu'il a voulu me faire rire, il était assez drôle, il avait le regard pétillant de malice, et moi j'ai pas vu Adolf Hitler, j'ai vu le président de la Cour de droit qui était excuse-moi, je parle en panier, un déconneur. Quelqu'un qui était là, qui n'avait... Tout de suite, j'ai senti ça. C'est quelqu'un qui était là pour faire des bons mots, intelligent, érudit, mais quelqu'un qui était là, en fait, qui ne brillait pas le pouvoir du tout. Je ne pense pas. C'était vraiment quelqu'un qui était comme ça. Alors, comme c'était un type intelligent et très érudit, maniant très bien le français, il avait... et comme c'est quelqu'un qui s'intéressait à la démographie, d'ailleurs, j'espère qu'on va parler de démographie, parce que la situation démographique française est absolument calamiteuse. Et donc, c'est quelqu'un qui voyait les choses assez loin. Donc ça, personnellement, je reconnais que c'est vrai. Mais le problème, c'est que il était suffisamment malin pour comprendre que il tenait des propos par ailleurs qui offusquaient le sens commun de 90% des Français. Il avait fait une maison d'édition où il publiait des chants de l'Allemagne hitlérienne. Alors, il s'en défendait en disant... Oui, mais je publie aussi des chants du RSS. D'accord. Mais c'était toujours ça. Après, il prenait des gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. Voilà. Lorsque l'affaire du détail, c'est pareil. Ce sont des choses où, pour un bon mot, pour une provocation, il neutralisait 10 à 15% de l'électorat. Et là où ce que moi j'apporte au débat, c'est que je suis résolument convaincu que c'était de façon délibérée. Il a joué un rôle très important dans la neutralisation, justement, du courant du gaullisme populaire, par exemple. Vous dites délibéré, vous dites que c'était une alliance de fait avec François Mitterrand. Avec François Mitterrand. Il l'a dit lui-même. Il a dit lui-même qu'il avait écrit à Mitterrand en se plaignant du fait qu'il n'était pas accueilli dans les grands médias. Mais Mitterrand et Charras se sont dit, bah oui, tout à fait, ils ont écrit pour dire donner, et c'est comme ça qu'il a été promu dans les médias. Mais est-ce que vous imaginez, moi, que j'écrive à Macron en disant, je ne suis pas, et que Macron dise, bah oui, vous avez raison, donnez. Non. Si Mitterrand et Charras ont fait ça, c'était bien pour dynamiter la droite française et pour forcer Chirac et le RPR à abandonner le gaullisme à une entité qui, par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, l'a sali. Écoutez, je vais pas entrer dans trop de détails. Je sais que il y a des gens, je sais des anciens du Front National, ça ne leur plaît pas ce que je dis. Mais je suis pas là pour plaire, je suis là pour dire ce que je pense être la vérité. Et quand je dis la vérité, c'est avec des éléments très factuels. C'est un fait objectif que, en 1987, Jean-Marie Le Pen a été reçu par Ronald Reagan, président des États-Unis, quand même. C'est un fait objectif qu'en 1984, aux élections européennes de 84, Jean-Marie Le Pen avait sur sa liste, il mettait sur sa liste des gens qui lui donnaient de l'argent, il avait sur sa liste Pierre Sérac, qui était le neveu de François Sérac, à l'époque président du CNPF, qui est devenu le MODEF d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, le MEDEF d'aujourd'hui. Je ne lui reproche pas, mais ce qui était très intéressant quand même chez cet homme qui était sur la liste Front National aux européennes, c'était que non seulement il était le neveu du président du MEDEF, mais il était surtout le représentant en France de la secte Moon, la secte du révérend père coréen Sun Moon, qui était cette secte de l'Église universelle, je ne sais plus quoi, en réalité était un paravent de la Korean CIA. Allez vous renseigner. Et il avait toujours sur cette liste un autre type bizarroïde qui s'appelait Gustave Pordea, P-O-R-D-E-A, mais que les Français qui m'écoutent ne disent pas des complets, ils aillent se renseigner. Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Est-ce que ce sont des faits? Vous savez, il y a des gens qui me disent « Je ne suis pas d'accord avec vos idées ». Moi, ce n'est pas des idées, ce sont des faits.
Vous n'êtes pas d'accord avec les faits, ça c'est autre chose. Si les gens ne sont pas d'accord avec les faits, ça c'est leur problème. Il y avait donc un type qui s'appelait Gustave Pordea, qui était un agent triple de la Securitate roumaine, des services français de la CIA. En 89, rebelote, ils sont aussi sur la liste des Européennes du Front National. Et puis en 94, ils ont disparu, parce qu'entre-temps, en 90, 91, il y a eu les lois sur le financement des partis politiques. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez la hauteur de vue nécessaire, c'est que Jean-Marie Le Pen, qui avait du talent, je ne dis pas le contraire, qui a pu avoir sur certains sujets de la vista d'après-midi. Vous savez, moi, je n'ai pas un esprit primaire. Je ne suis pas blanc ou noir, etc. Voilà. La vérité, elle est souvent nuancée sur les gens. De la même façon que je vous ai dit, moi, le Jean-Marie Le Pen que j'ai pu voir, j'ai vu une seule fois dans ma vie, j'ai eu le sentiment de quelqu'un qui était fondamentalement quelqu'un de drôle, d'intelligent, de provocateur, un provocateur né, etc. Et qui devait vouer une haine absolue, et il l'a écrit d'ailleurs, à De Gaulle. Et qui, finalement, s'entendait assez bien avec les milieux américains. Enfin, je disais tout à l'heure, on en parlait, les Américains, ils ont soutenu Pétain jusqu'au bout quand même. Ils voulaient même le libérer, c'est ce que j'ai écrit Joséphine Baker. Donc, moi, ce que je vois, c'est que la promotion de Jean-Marie Le Pen a fini, en définitive, par aboutir à un résultat objectif, c'est que les Français ont sauté à pieds joints dans l'Europe fédérale, alors que normalement, s'il n'y avait pas eu si Chirac était resté gaulien, si Jean-Marie Le Pen n'avait pas existé, on n'aurait pas eu Maastricht. Parce que le devoir de Chirac eût été, lors du traité de Maastricht, dont je rappelle aux auditeurs, certains l'ont peut-être oublié, mais que c'est là où on bascule dans une Europe fédérale avec la création de l'Union européenne, avec la création d'une monnaie, de l'euro, qui est une monnaie commune. Donc c'est d'une certaine façon, c'est le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale, ce fameux discours où Séguin, lui, est resté fidèle dans son discours aux idéaux du gaullisme. Normalement, Chirac, comme Séguin, aurait dû appeler à voter non à Maastricht, et Maastricht ne passait pas. Mais bien entendu. Il y a deux personnalités politiques qui ont un rôle absolument fondamental dans la situation dans laquelle nous sommes. Enfin, il y en a trois. Il y a évidemment Mitterrand qui a poussé à Maastricht. Mais Mitterrand était-il libre de sa volonté? Ça reste encore à démontrer. On ne peut pas vraiment le savoir. Oui. Enfin, il avait quand même quelqu'un qui lui soufflait à l'oreille. Hein. Il y avait quand même Jacques Attali qui était derrière. Quand même un des grands organisateurs. Hein. Il a expliqué qu'il avait écrit le traité de Maastricht et compagnie. Mais il y a les deux autres personnes qui ont, d'une certaine façon, trahi leur électorat. C'est Chirac quand il a appelé à voter oui. Il y a d'ailleurs une partie du RPR qui n'en a pas entendu de cette oreille et qui a appelé à voter non. Et de l'autre côté, une personnalité qui est également assez trouble, un parti dont il n'y a jamais beaucoup d'enquêtes et d'études, c'est assez curieux que les journalistes ne s'intéressent pas à ce petit parti, et qui est Lutte ouvrière. Puisque je rappelle que Lutte ouvrière, en 1988, Madame Laguiller fait quand même entre 3,5% des suffrages à l'élection présidentielle. Si Lutte ouvrière avait appelé à voter non au traité de Maastricht, je rappelle que le traité de Maastricht a été adopté à 51% des suffrages. Si Lutte ouvrière avait appelé les 3,5% des Français qui avaient voté pour Madame Laguiller à l'élection présidentielle de 88 à voter non, le traité de Maastricht ne passait pas. Or, Lutte ouvrière a appelé à l'abstention. C'est quelque chose d'incroyable si vous y réfléchissez. C'est-à-dire que ce parti trotskiste, dont les finances sont obscures, qui possède un château, comme vous le savez, etc., Lutte ouvrière, sur lequel jamais une enquête sérieuse n'est menée, Lutte ouvrière, c'est quand même cette injonction à son électorat de s'abstenir qui a eu pour effet de laisser passer le traité de Maastricht, donc l'euro, donc la libre circulation des mouvements de capitaux, tout ce qui est en train de détruire le niveau de vie des Français, notamment des ouvriers, des gens modestes, qui est en train de détruire nos services publics. Tout ça, on le doit à Chirac et à Madame Laguiller. C'est quand même assez fort. Alors, je vous propose maintenant de parler un petit peu de la stratégie des... Alors, souverainistes, vous avez dit que vous vous qualifiez pas de souverainistes, mais bon, on va dire des frexiteurs, pour parler plus globalement. Je ne vais pas rentrer dans des querelles de noms.
en revanche, plutôt des stratégies de chaque mouvement. Il y en a certains qui prônent un parti unique, il y en a d'autres qui prônent des alliances de partis, d'autres qui prônent l'influence au sein du RN. Pourquoi semblez-vous justement, vous êtes plutôt dans une stratégie... qualifiez-moi votre stratégie. Alors, moi je suis un amateur de l'histoire, avec un grand H, parce que l'histoire, elle est là pour nous donner des enseignements. Pour récupérer la souveraineté et l'indépendance nationale, on a besoin de tout le monde. On a besoin de gens... Ça ne correspond pas au clivage droite-gauche. On l'a vu à de nombreuses reprises dans notre histoire, d'ailleurs. C'est ce que les historiens du XIXe siècle avaient théorisé sous la dichotomie parti national contre parti de l'étranger. Les gens comme Michelet, Augustin Thierry, etc., ils expliquaient ça. Le parti national, parti de l'étranger. On le voyait, par exemple, au moment de la guerre de 100 ans. On le voyait... voilà. Donc il y avait cette idée. On l'a vu ô combien en 1940. Le parti de l'étranger, c'était en fait, ça allait de la droite conservatrice jusqu'au socialisme. Il ne faut jamais oublier que c'est la Chambre issue du Front populaire de 1936 qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. On va toujours un petit peu... On a les gens de gauche, ils coincent toujours un peu quand on le leur rappelle, mais c'est la réalité. Et beaucoup des collabos ont été d'origine de gauche, que ce soit Laval qui était radical socialiste, que ce soit Marcel Déat, etc. Jacques Doriot, c'était des gens de gauche. Bon, il y avait globalement des patriotes, même si certains chipotent sur le fait que le Parti communiste, du fait de l'alliance germano-soviétique, l'alliance Molotov-Ribbentrop avait tardé à entrer dans la résistance, etc. On peut dire qu'à partir de l'opération Barbarossa lancée en juillet 1941 par Hitler, on peut dire qu'il y a en France deux camps qui sont des patriotes qui veulent se battre contre l'Allemagne. C'est la droite gaulienne, ou gaulliste, et il y a eu des gens de droite, enfin, il y a eu par exemple des Stiendorf, qui est une droite monarchiste, etc., et qui va rentrer dans la résistance. Et c'est le Parti communiste français qui, même au début, s'il a un peu pataugé, et même s'il était aux ordres de Moscou, ou alors c'est justement parce qu'il était aux ordres de Moscou, il ne faut pas oublier quand même que les actes de résistance à l'intérieur de la France occupée ont largement reposé sur le Parti communiste français, qui s'est d'ailleurs appelé à la fin de la guerre le Parti des fusillés. Il y avait eu quand même 70 000 membres, je crois, qui avaient été plus ou moins fusillés par les nazis. Et donc, on a bien vu que pour sortir la France, pour se battre pour la souveraineté, l'indépendance nationale, on avait des gens qui n'avaient rien à voir. C'est d'ailleurs l'alchimie à laquelle est parvenu Jean Moulin, qui était l'envoyé de Gaulle pour créer le Conseil national de la résistance, le CNR qui a été élaboré entre 1943 et 1944. Donc une partie d'ailleurs du texte, qui est assez court d'ailleurs, ce texte a été tenu, la plume a été largement tenue par Pierre Vimont, qui était un communiste, mais le Conseil national de la résistance a rassemblé des communistes, certains socialistes, des gaullistes, des chrétiens, des catholiques chrétiens, y compris aussi l'extrême droite. De Gaulle avait beaucoup tenu à ce que des membres de la cagoule fussent intégrés au CNR, dans la mesure où c'était une extrême droite anti-allemande, parce que ça existait aussi. Bon. Donc, nous, quand j'ai créé l'UPR, je me suis inspiré du CNR, à la fois dans la composition et dans le programme. Parce que je considère que on ne pourra pas mener à bien le Frexit, on ne pourra pas, et toute l'histoire de France me donne raison, on ne pourra pas faire sortir la France de cette œuvre de colonisation, de domestication, de domination de la France par des forces étrangères, si on ne rassemble pas des gens venus de droite et de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est comme ça. À partir du moment où vous partez de ce point-là, il va de soi que... Mais si ça va de soi, il faut quand même toujours le rappeler. Vous ne pouvez pas prétendre rassembler au-dessus du clivage droite-gauche si vous avez des positions
des analyses, à des propositions qui offusquent, qui mettent en colère, qui mettent en rage le camp adverse. C'est-à-dire que les gens peuvent toujours dire que c'est pas vrai, mais ce que je dis est vrai. Madame Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour n'arriveront jamais à attirer à eux des gens de gauche ou d'extrême gauche. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Ils ont récupéré une partie de l'électorat ouvrier, tout de même. Une partie de l'électorat ouvrier est allée au Front National, mais ça fait maintenant une belle lurette. Mais on voit bien qu'il y est arrivé une espèce d'asymptote. Ou plus exactement d'ailleurs, Madame Le Pen a fait tout un travail de dédiabolisation du RN, au point que maintenant, le Rassemblement national ne veut plus sortir de l'Union européenne, ne veut plus sortir de l'euro, ne veut plus sortir de l'OTAN, et donc effectivement devient peut-être éligible, mais comment dirais-je, en prenant le contre-pied de cette formule de Jean-Marie Le Pen, qu'il avait quand même le sens des formules par moment. Il avait dit cette formule que j'avais trouvée assez spectaculaire, assez bien vue. Le Pen disait je préfère être battu sur mes idées qu'être élu sur les idées des autres. Mais Madame Le Pen, c'est l'inverse. Elle préfère être élue sur les idées des autres qu'être battue sur ses idées. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait beaucoup d'idées, parce que le Rassemblement national, c'est un propos peut-être légèrement polémique que je dis, mais qui est criant de vérité. Tout le monde sait que le Rassemblement national fixe sa ligne politique en fonction des sondages. C'est pour ça que c'est sans arrêt. C'est assez facile de faire de la politique version Rassemblement national. Vous vous êtes abonné à l'Ipsos, à tous les instituts de sondage, et puis tous les matins ou toutes les semaines, vous regardez, les Français pensent, les Français pensent. Alors comme les Français, comme vous le disiez justement, sont réservés à l'idée de sortir de l'UE et encore plus de l'euro, parce que comment pourrait-il être pour, puisque tous les médias leur disent que ce serait l'apocalypse. Il est là le problème, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aucun média... Nous sommes vox clamans in deserto, la voix dans le désert. On m'a interdit d'antenne, etc. Donc d'ailleurs, toutes les personnes qui ensuite nous ont suivis pour soutenir le Frexit ont également été interdites d'antenne. Donc les Français, ils entendent ce que leur disent les médias, sont convaincus, une grande partie d'entre eux, que sortir de l'euro, ça serait une catastrophe. On leur explique pas que la catastrophe, c'est maintenant, quand on reste dans l'euro, d'ailleurs, soit dit en passant. Et le Rassemblement national, au lieu d'avoir une ligne directrice, une ligne droite, claire et nette, il fait en permanence du zigzag en fonction des sondages. Et les sondages donnant l'état d'esprit d'une opinion, mais une opinion qui n'a pas de consentement éclairé, comme on dirait en termes de sanitaire, en termes de vaccination. Les Français ne donnent pas leur consentement éclairé parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut penser fondamentalement de l'euro. En attendant donc, on a l'extrême droite qui ne peut pas faire venir à elle une alliance avec les gens qui votent pour le LFI, etc. Et réciproquement, M. Mélenchon est un chiffon rouge. M. Mélenchon, une grande partie de la gauche française sont des chiffons rouges pour la droite et l'extrême droite. C'est ça la vérité. On se retrouve donc dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle de De Gaulle en 1944-1945. Pourquoi je dis ça ? Parce que De Gaulle avait été, du moins jusqu'à la création du CNR, les communistes et la gauche rejetaient De Gaulle en disant que c'était un bourgeois, un capitaliste. Ils mettaient d'ailleurs, jusqu'à l'opération Barbarossa, comme je le disais tout à l'heure, ils mettaient sur le même plan d'ailleurs l'Allemagne nazie et puis les démocraties occidentales, en disant que tout ça c'était une guerre de bourgeois et que la solution, ça serait la révolution mondiale. Bon, après 1941, ils ont changé de pied. Mais enfin, De Gaulle était considéré comme un proche de Pétain, ce qui historiquement était vrai, qu'on était considéré comme un représentant de la bourgeoisie, donc c'était pas la tasse de thé des communistes et de la gauche. Réciproquement, pour les pétainistes, pour les gens qui avaient suivi Pétain, De Gaulle c'était un traître, c'est quelqu'un qui avait filé à l'étranger, et c'était quelqu'un qui était aux mains du complot judéo-bolchevique. C'était ce que les pétainistes disaient de Gaulle. Donc il était rejeté par tous les... Mais, au moment où tout s'est effondré, les communistes, lorsque, je le disais tout à l'heure, lorsque les Américains ont voulu maintenir au pouvoir Pétain-Laval, pour les communistes, ils préféraient 100 000 fois De Gaulle au maintien de Pétain et Laval. Il n'y avait pas photo. D'autant plus qu'ils s'étaient rapprochés avec le CNR. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre, et donc ils apportaient leur soutien à De Gaulle, qui était devenu le symbole même de la France libre et de la résistance. Et pareil, les pétainistes, à la Libération,
Il faut voir quel est le prestige de l'URSS en 1945. Il faut voir qu'aux élections de 1947, les communistes français, au moment des grèves insurrectionnelles, mais les communistes, ou 47 ou 49, je ne me rappelle plus, le Parti communiste français fait 27-29% des suffrages. Vous vous rendez compte? Et un communiste stalinien, pas le communisme fait version Pagny-Roussel, un communisme qui veut imposer la dictature du prolétariat. Donc, pour ce que les communistes appelleraient les classes possédantes, la bourgeoisie française, etc., entre Maurice Thorez, les communistes, et De Gaulle, il n'y avait pas photo non plus. Ils préféraient 100 000 fois De Gaulle, même si De Gaulle avait combattu Pétain. C'est-à-dire que De Gaulle s'est retrouvé en 1944 comme étant, finalement, le plus grand dénominateur commun, la seule personnalité qui pouvait être acceptable pour diriger la France. Alors tout ceci, je n'oublie pas votre question, mais je la replace dans son contexte. J'ai créé un mouvement politique qui a le soin depuis 18 ans, de prendre des positions qui n'offusquent pas un camp plutôt qu'un autre. C'est pas facile à tenir. Parfois, on est un petit peu... c'est difficile. Mais quand même, et ça se ressent dans la composition d'ailleurs de nos adhérents et de nos sympathisants, puisque nous avons des gens qui viennent de partout. Et on a des anciens de l'extrême droite, du RPR, on a des anciens du Parti communiste, de la gauche. C'est un petit peu la même composition que le CNR. En matière d'immigration, par exemple, nous avons à la fois des gens qui sont, très préoccupés par les questions migratoires, ils ont raisons de l'être, mais on a aussi beaucoup de Français d'origine immigrée. Le parti que j'ai créé, c'est le seul mouvement politique. Écoutez bien ça quand même, c'est quand même extraordinaire de ce que je vais dire. L'UPR est le seul mouvement politique, je l'ai dit depuis plusieurs années maintenant, depuis notamment le programme de 2022, où on propose, pour régler un des problèmes qui taraudent la société française, les Français, dans leur profondeur, ils ont une angoisse. Qu'est-ce que va devenir la France à horizon 10-20 ans? On retombe sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quoi notre projet? Les autres n'ont pas de projet. Nous, on a un projet. Nous, on veut que la France reste la France. Et on a un projet qui est capable, je pense, de rassembler tout le monde, y compris sur cette question absolument fondamentale d'identité nationale et de relation à l'immigration et à l'islam. Moi, je ne fuis pas du tout les vrais débats. Le débat, c'est un des débats fondamentaux. Et nous, ce que l'on dit dans notre programme, et nous sommes le seul à le proposer, nous proposons de modifier la Constitution française. Actuellement, la France est une république laïque. On propose de conserver ça, mais d'y ajouter un élément. La France est une république laïque de tradition chrétienne. Mais justement, vous anticipez une de mes questions. Est-ce que c'est la place de la Constitution? Vous qui, justement, aimez les traités, aimez les textes, est-ce que c'est bien la place de la Constitution? Oui, parce que, puisqu'on parle de laïcité, il faut parler aussi du reste. Pourquoi on propose ça? Parce que je pars du principe que, d'abord, les Français, il faut tout faire pour éviter une guerre civile en France. Il y a des forces en France qui passent leur temps à jeter de l'huile sur le feu. Je suis désolé, mais des gens comme Mme Rima Hassan, M. Delogu, les députés LFI, jettent de l'huile sur le feu constamment. De l'autre côté, Zemmour jette de l'huile sur le feu constamment. Donc nous, on n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Moi, je suis inquiet. Je veux au contraire une France pacifiée, une France qui se rassemble. Or, les Français sont extrêmement attachés à la laïcité. Je crois profondément. La loi de 1905, elle a correspondu. Elle n'est pas venue en 1905 comme ça. Elle est venue d'un tout un processus de déchristianisation qui a commencé en France dès le début de la Régence. Et les Français sont très attachés à la laïcité et à ce que ça signifie. C'est-à-dire que les Français, c'est un peuple, c'est le peuple gaulois, les gens, ils aiment bien la liberté individuelle et ils veulent qu'on les laisse, qu'on leur foute la paix et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur sphère privée. Donc les Français, je pense, sont très, dans leur grande majorité, sont très favorables à ce que tout le monde puisse avoir la religion de son choix, y compris de ne pas en avoir.
Donc les Français, je ne vois pas malice à ce qu'il y ait des cathos, des protestants, des juifs, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des hindous, des ci, des ça, y compris des agnostiques ou des athées. Et c'est vrai aussi, pas seulement en matière religieuse, mais c'est vrai aussi dans les comportements, dans tout ce qui est LGBT, l'orientation sexuelle, etc. Les Français sont un peuple, je pense, très, très tolérant, à condition que ça reste dans la sphère privée. Et ça, les Français, je pense, tout le monde est en gros là-dedans. Les Français n'ont pas envie, ou alors une infime minorité, d'avoir une religion d'État. Bon, ça, je pense que c'est fini de plus belle lurette. Et moi, je suis comme tous les Français, en fait. Bon, je trouve que c'est normal. Les gens, ils ont le droit dans leur sphère privée. Ça, c'est un point. Mais les Français, dans leur très, très grande majorité, y compris beaucoup de Français d'origine immigrée, ne veulent pas que la France perde son identité. Or, l'identité de la France, j'en l'ai esquissé tout à l'heure, c'est 1500 ans d'histoire chrétienne, depuis le baptême de Clauwegh, qui devient Clovis. Et je rappelle que Clauwegh est un Franc, se fait baptiser, et au moment de son baptême, le clergé interdit les mariages claniques. C'est très important dans la composition du peuple français. Le peuple français, c'est quoi? C'est des Celtes, puis des Gaulois, puis l'invasion latine, donc avec des peuples méditerranéens. Donc les Celtes, c'est des roux, les Gaulois, c'est des blonds aux yeux bleus, les Italiens, les Romains, ce sont des bruns aux yeux marrons à la pommade, et puis arrivent les Franken, comment dirais-je, ces barbares, les Francs, les hommes libres qui vont venir de l'Allemagne, qui s'installent au nord de Paris, dans le pays de France, là où il y a Roissy en France, la plaine de France, c'est de là qu'est originaire notre pays. Et on a là aussi des blonds aux yeux bleus. Et ce que veut, au moment du baptême de Clovis, Clauwegh prend un nom romanisé, donc Clovis, et l'Église va interdire les mariages claniques de telle sorte que l'on va favoriser, du moins on ne va pas interdire, un mariage d'une franque avec un gallo-romain, d'un franc avec une gauloise ou une romaine, etc. Et donc, il va y avoir cette espèce de mélange qui va donner naissance au peuple français, qui est dans son essence un peuple non racial, et d'ailleurs ça se voit dans la physionomie des Français. Je ne parle pas des migrations contemporaines de la fin du XXe siècle, mais même, et encore, c'est encore valable maintenant, mais quand vous vous baladez en France, vous avez... Quand vous êtes au Portugal, vous avez 90% de la population qui a la pommade, qui a les yeux bruns et les cheveux bruns et les yeux marrons. Quand vous avez en Norvège ou en Finlande, vous avez 90% de la population qui est blonde aux yeux bleus. Bon, en France, vous avez tout. Vous avez des bruns, des blonds, des roux, des gens qui ont les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons. Vous avez des peaux claires, des peaux marron. C'est cette espèce de fusion qui a eu lieu et qui a donné naissance à ce peuple français. Mais tout ça sous l'autorité de l'Église. Et les Français, je le pense absolument profondément, ils ont un besoin viscéral d'être rattachés à cette identité. La France ne serait pas la France si on n'avait pas des villages avec une église, avec les cloches le dimanche, s'il n'y avait pas... et la France est un pays où il n'y a pas d'interdit alimentaire. Les Français, ils mangent du porc, du saucisson, ils boivent de l'alcool. Les Français, c'est un peuple qui fête Noël, qui fête Pâques, qui fête l'Assomption, qui fête la Pentecôte, etc. Ce sont des fêtes religieuses, qui fêtent le dimanche. Les Français, c'est un peuple qui considère l'homme et la femme comme égaux. Or, tout ceci, on nous explique que, là, par exemple... ça serait des valeurs républicaines, par exemple l'égalité de l'homme et de la femme. C'est pas du tout une valeur républicaine. Pas du tout. C'est une valeur chrétienne. Il y a beaucoup de francs. On confond la République et la France. Si vous voulez, la République est laïque, la France est chrétienne. C'est vraiment cette dichotomie qu'il faut avoir. D'où la nécessité, je pense, de le mettre dans la Constitution. Et pourquoi la nécessité? Parce que il peut très bien avoir, dans les années qui viennent, ce qui se passe au Royaume-Uni d'ailleurs,
qui est un pays communautariste. Nous, on n'est pas... J'ai expliqué pourquoi avec mon histoire. Là. La France a refusé le communautarisme. On est comme ça, on est un peuple, ce qui n'est pas du tout le cas des anglo-saxons. Les anglo-saxons, c'est un peuple communautariste. Alors en Angleterre, vous savez qu'il y a encore 80% des terres ou 90% des terres qui appartiennent à la monarchie, à la couronne ou à l'aristocratie. Il y a quoi, 10 ou 15% de terres qu'on appelle les leaseholds, qui sont des terres que les gens peuvent acheter comme en France, où vous avez qu'en France, vous achetez votre terrain, vous en êtes propriétaire ad vitam aeternam, aux enfants, aux petits-enfants, etc. En Angleterre, pas du tout. Les gens, ils achètent une maison avec un terrain, c'est sous forme d'un bail emphytéotique, maximum à 60 ans, 80 ans, 99 ans. Mais donc, la terre, elle appartient en fait soit à la couronne, soit à l'aristocratie. Et on se marie, il y a une endogamie au Royaume-Uni qui est considérable par rapport à ce qui se passe en France. Et donc, moi j'essaie de voir un peu loin. Je ne veux pas que la France devienne ce qui est actuellement la dérive qu'on constate au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Si demain vous avez une commune en Seine-Saint-Denis par exemple, ou je dis la Seine-Saint-Denis au hasard, mais c'est assez crédible, où vous avez une municipalité qui aurait été infiltrée par les frères musulmans et qui, demain, décide de construire une mosquée. Il y a déjà des mosquées, certaines sont impressionnantes, déjà comme à Aulnay-sous-Bois, mais des mosquées avec des minarets, comme j'ai vu à Bolton, qui est au nord de Manchester. Vous avez des mosquées avec des minarets qui font 50 mètres de haut, et qui propose l'appel du muezzin. Qu'est-ce qui se passe? La municipalité donne son permis de construire. Il y a des riverains qui protestent, qui ne veulent pas avoir le sentiment de se retrouver à Karachi ou à la Mecque, ou à Médine, ou à Riyad. C'est un sujet qui peut nous arriver. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une association de riverains qui se porte devant le tribunal administratif. Sur quelle base le tribunal administratif pourrait-il s'opposer au permis de construire délivré par la municipalité? Imaginons qu'il trouve un argutie, je ne sais pas, pour condamner. Qu'est-ce que fait à ce moment la municipalité? Elle se porte devant le Conseil d'État. Or, le Conseil d'État, excusez-moi de le dire, mais le Conseil d'État est un conseil qui est largement influencé, d'abord aussi sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, est largement influencé par une vision mondialiste des choses et communautariste à l'anglo-saxonne. Alors qu'avec mon système, en mettant ça dans la Constitution française, on donne un argument au juge administratif pour dire non, la France est un pays de tradition chrétienne. Ça veut dire quoi, tradition chrétienne? Franchement, j'insiste, c'est un débat que je porte sur la table, c'est un silence radio partout. D'ailleurs, je note que ni le Rassemblement national, ni M. Zemmour, qui vocifère contre les musulmans toute la journée, n'ont jamais proposé ce que je propose. Parce que moi, je suis un homme de paix, j'essaie de trouver une solution. Dans ce que je propose, je ne stigmatise pas ni les musulmans, ni les juifs, ni les hindous, ni je ne sais pas qui. Je dis simplement qu'il y a une tradition, jamais en arabe ça se dit sunna, pas tradition, l'islam sunnite. Il y a une tradition qui fait qu'en France, on est comme ça. Et ça veut dire qu'on ne va pas changer. C'est-à-dire qu'il y a, donc pas une religion d'État, puisque l'État ne professe pas de religion, l'État admet toutes les religions. Il admet très bien qu'il y ait des juifs, qu'il y ait des synagogues discrètes, ce qui est le cas d'ailleurs. Que les musulmans aient des mosquées discrètes, qui est à peu près le cas encore, mais pas au-delà. C'est-à-dire, on n'ira pas jusqu'à changer, par exemple, parce que sinon, il faudrait y avoir le samedi férié pour les juifs, le vendredi férié pour les musulmans, avec le jeudi si on veut faire le week-end. Et puis, il faudrait se pose la question de savoir est-ce qu'on mange, est-ce que le porc est interdit? Enfin, est-ce que l'alcool, etc. Est-ce que l'héritage, est-ce qu'une femme, la parole d'une femme vaut la parole d'un homme? Est-ce que oui ou non, il y a la polygamie? On sait quoi sur la polygamie? La polygamie, c'est pas une valeur. La monogamie n'est pas une valeur républicaine. Hein. Les gens confondent. D'ailleurs, les gens, on peut très bien avoir des républiques islamiques. Ça existe d'ailleurs.
Il y a la République islamique d'Iran, la République islamique de Mauritanie. Donc une république n'est pas en soi quelque chose qui prémunit contre l'islamisme. Et je vais terminer ce propos parce que je vais vous dire quelque chose. Les gens me connaissent, dans mon esprit, que je suis un homme de paix, ça s'accompagne de beaucoup de respect pour les cultures étrangères. C'est-à-dire que de la même façon que, et c'est un message, je vous assure, qui est parfaitement compris par la population, dans la mesure où les Français assument ce qu'ils sont, assurent ce qu'ils sont, nous sommes un pays qui a 1500 ans de tradition chrétienne, bon, et c'est comme ça, nous n'allons pas en changer. On fait accueil aux autres. Les gens ont le droit d'être, y compris, mais c'est un débat, et c'est comme l'athéisme, c'est comme le protestantisme. Voilà. Il y a des temples en France, mais tout ça reste des religions minoritaires qui ont un devoir d'une certaine forme de discrétion, de politesse, en fait. C'est de la politesse, voilà. C'est pareil sur les questions de transgenre, d'orientation sexuelle, etc. La France est un pays qui n'est pas les États-Unis d'Amérique, qui voit avec difficulté cette espèce d'affichage qui nous vient des États-Unis. Parce que nous sommes un pays de tradition romaine, avec une langue très sexuée. Vous avez les langues latines, c'est masculin et féminin, ce qui n'est pas le cas de l'anglo-saxon. En anglais, la langue aux États-Unis, on a une langue qui dit a man, a woman, a girl, a boy. C'est asexué. C'est fondamental à comprendre. Quant à la vision, la langue maternelle porte des visions des choses. En France, comme dans les pays catholiques romains, on a une vision sexuée des choses. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il faut garder une certaine politesse, un savoir-vivre ensemble qui passe par le respect des traditions. Et quand je dis ça, je le dis de la même façon. Moi, je considère que la France doit arrêter de donner des leçons à la planète entière. La France n'a pas à se mêler de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Moi, je connais l'Arabie Saoudite, je connais beaucoup des pays du Moyen-Orient, des pays musulmans, que je respecte. D'ailleurs, il y a des choses magnifiques en terre d'islam, il y a de la beauté, mais ils sont différents et ils ont le droit d'être différents, d'être conformes à leur tradition. Moi, je sais qu'une fois, j'étais allé, il y a une quinzaine d'années, j'étais allé avec mes enfants en Égypte. C'était à Luxor, j'avais été quand même assez scandalisé de voir des touristes qui venaient des pays de l'Est, pour ne pas les nommer, qui avaient nouvellement le droit de voyager à l'étranger. Vous aviez des jeunes femmes blondes venues de pays de l'Est qui se déambulaient dans les rues de Luxor en Haute-Égypte en tenue extrêmement légère. C'est pour pas dire avec des tenues transparentes, en bikini ou avec un... Bon... Ça ne le fait pas. Parce que face au fellah moyen égyptien, faut pas s'étonner qu'ensuite, il y ait une montée de l'islamisme radical et des attentats. De la même façon que je ne suis pas choqué par le fait que les autorités, par exemple saoudiennes, ne veulent pas avoir des femmes en monokini sur les plages saoudiennes. Il faut les respecter. Mais à partir du moment où on respecte les autres, on est fondé aussi à nous respecter, nous. Et je terminerai en disant que tous les croyants de toutes les religions, c'est notamment vrai des chrétiens et des musulmans, et c'est tout spécialement vrai des musulmans, il y a quelque chose que les musulmans détestent, c'est qu'il y a une sourate du Coran qui s'appelle Al-Munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites. Les musulmans, quand ils m'écoutent, on a beaucoup de Français d'origine maghrébine à l'UPR, des Français qui sont musulmans, qui approuvent tout ce que je viens de vous dire. Tout ce que je viens de vous dire, y compris qui trouvent normal que la France défende son identité chrétienne. Et ce qu'ils apprécient, c'est que je ne suis pas un munafiqun, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je dis le fond de ma pensée qui est plein de bienveillance, de bonté, d'ouverture sur le monde. Moi, je respecte les cultures étrangères, parce que, je vais vous dire une chose, moi, quand je suis allé à Luxor, j'ai été scandalisé à la fois par ce que je voyais, mais aussi par autre chose. C'est qu'autour du temple de Luxor, c'était il y a une quinzaine d'années, j'étais allé très jeune, quand j'avais 18 ans, j'étais allé avec sac à dos avec des copains, on était allé en Égypte. À l'époque, c'était en 1975, j'avais 17 ans, j'avais même pas 18 ans, c'était un pays extrêmement pauvre, à Luxor, c'était un pays c'était vraiment... Là, quand j'y suis retourné il y a une quinzaine d'années,
Depuis le temple de Luxor, maintenant c'est un balai d'autocars, tout a été macadamisé, alors qu'avant c'était une espèce de petit village. En 75, il n'y avait aucune route macadamisée, il y avait encore très peu de touristes. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que depuis le temple de Luxor, à 10 mètres, vous avez du mal quand vous faites des photos à ne pas l'avoir dans votre champ de vision, vous avez un grand M jaune de McDonald's. C'est ça que je n'aime pas. C'est que ce que je crains beaucoup pour les générations futures, c'est une planète totalement indifférenciée sous la houlette de l'oncle Sam. Et c'est d'ailleurs ce qui pose un problème. C'est pour ça que les Américains, la culture occidentale fait l'objet d'un tel rejet dans une très grande partie du monde. C'est qu'il faut arriver à un équilibre. Je pense que c'est tout l'enjeu du XXIe siècle. Les peuples du monde rejettent cette espèce d'écrasement des différences. Et moi, je suis comme tout le monde. J'aime, quand je vais au Japon, j'aime me sentir au Japon. Quand je vais en Irak, j'y suis allé, j'aime sentir que je suis dans un pays du Moyen-Orient. Et quand je vais en France, j'aime sentir que je suis en France. Voilà, je n'ai pas envie d'une espèce d'écrasement des cultures. Et je peux vous assurer que nous avons beaucoup d'adhérents à l'UPR. C'est très impressionnant. C'est ce que je vous ai dit, qui sont musulmans et qui approuvent à 100% ce que je dis. À 100%, y compris la modification de la Constitution que je dis. Alors bon, on a fait un tour à travers tout le monde, toute la planète, donc je vous propose de revenir un peu à la France. Je vous en prie. On avait parlé tout à l'heure du déclin de la France, on avait dit qu'on y reviendrait, donc nous y voilà. Vous avez parlé de la démographie, c'est catastrophique. On pourrait parler de la santé, c'est catastrophique également. L'économie, on va en parler juste après. Alors, je vais peut-être sembler caricatural, mais je vais quand même poser la question comme ça, mais est-ce que nous sommes en train de vivre quelque part la disparition de notre pays ? Oui, je pense que c'est l'enjeu. C'est pour ça que, si vous voulez, imaginez quand même que j'ai créé un mouvement politique il y a 18 ans. Enfin, on va fêter les 18 ans de 25 mars. J'étais tout seul, sans argent. Je suis pas un homme de réseau, j'appartiens pas à des réseaux particuliers. Je suis pas quelqu'un qui voilà, je suis pas quelqu'un de mondain, je suis pas. Et j'ai proposé un truc, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN en 2007. Autour de moi, même mes proches disaient que j'étais cinglé. Non, d'abord, les gens étaient convaincus qu'on ne pouvait pas. Bon. Les gens disaient, mais non, c'est pas possible, etc. Par ailleurs, j'ai une adversité extraordinaire, puisque ça n'a jamais été comme maintenant. Depuis 2017, et depuis que j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017, en ayant les parrainages à la surprise de l'oligarchie, avec des journalistes dont je tairai le nom, mais qui ont dit à mes collaborateurs, on a invité M. Asselineau là, mais on ne l'invitera plus jamais jusqu'en 2022. Si en 2022 il a ses parrainages, mais il ne les aura pas, parce que j'ai fait l'objet d'un tir de barrage total en 2022, avec par ailleurs une affaire sur laquelle on n'a pas l'occasion d'en parler, mais qui a été une montée de toutes pièces pour essayer, qui a été avec des envois de corbeaux, des lettres de corbeaux à tous les maires de France pour dire que j'étais un agresseur sexuel, etc., alors que vous avez peut-être vu que j'ai eu droit à un non-lieu général de tous des juges d'instruction qui pendant 3 ans ont regardé l'affaire. Donc tout ça a été fait, et donc en 2017, des journalistes ont dit on ne m'invitera plus jamais. Quand vous dites des journalistes, c'est qui ? Non, je ne vais pas vous dire le nom. Bon. Vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est la vérité. Bon. Et de fait, c'est ce qu'ils ont tenu parole. Et j'ai des journalistes, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envoyé mes vœux à un certain nombre de journalistes, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, je ne suis pas une balance, hein, je garde ça pour moi, il y a des journalistes qui m'ont répondu gentiment, et avec un petit message pour me faire comprendre qu'ils connaissent ma situation. Parce que tous les journalistes, si vous voulez, les journalistes, c'est quoi ? Ce sont des salariés, ils ont des femmes, des enfants, ou des maris, des enfants, voilà, ils sont sous l'autorité de leur rédacteur en chef, de leur directeur d'antenne, de je ne sais pas qui, etc., du propriétaire des médias. À ce propos, d'ailleurs, on nous a expliqué pendant des années que le propriétaire des médias n'intervenait pas dans le contenu. Vous avez vu Mathieu Pigasse, il a fait voler Syndécat il y a 3 jours.
Mathieu Pigasse, il a dit que voilà, il possédait tel et tel journal et donc il allait mettre tout ça au service de la mondialisation. Bon, donc c'est tout le monde le savait, mais là au moins ça a le mérite d'être clair. Donc, malgré tout ça, tout ce que je viens de dire, nous avons le vent en poupe. Si vous m'invitez, c'est bien parce que vous savez, vous entendez que de plus en plus les gens en viennent à la conclusion du Frexit. Et ceci, c'est que j'ai pu y contribuer, puisque je suis celui, vous l'avez gentiment rappelé, qui a créé ça depuis 18 ans. On a commencé à avoir des comment dirais-je, des copistes des gens qui se sont inspirés de ça, plutôt que de nous rallier d'ailleurs. Chacun a créé son parti politique, ça a commencé 10 ans après. Et en ce moment, on en a répertorié 32 personnes qui ont créé leur propre parti politique pour en fait faire à 90% ce que nous disons depuis 18 ans. Et ça, c'est un problème de la société française. Bon, c'est comme ça. C'est le génie de la division que dénonçait De Gaulle. Hein. Voilà, il y avait un génie de la division. Voilà, comme ça. J'ai même appris en lisant un ouvrage sur la vie quotidienne de la France libre à Londres dans les années 40. Vous savez, il y a une série qui s'appelle La vie quotidienne. Je sais pas si vous voyez. Et il y avait un auteur qui a participé à la France libre. Et j'ai lu ça, je savais pas. Il faut savoir qu'à la France libre à Londres, il y avait des chapelles, si l'on peut dire, et il y avait des partistes, des gens qui étaient contre De Gaulle. Des Français qui avaient rallié la France libre à Londres et qui étaient contre De Gaulle. Enfin, vous voyez, ça, c'est quand même notre mauvais génie national, le génie de la division. Mais tout ceci pour dire que si tout ceci se passe comme ça, c'est certainement parce que j'y contribué, et je pense avoir apporté au moins 90% des analyses critiques depuis 18 ans sur la construction européenne, les tenants, les aboutissants, l'historique, et tous les contre-argumentaires par rapport à tous ces slogans qu'on nous a dit, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la prospérité, l'Europe c'est le faire contrepoids aux États-Unis, enfin tous ces arguments dont la vanité a explosé et continue d'exploser sous nos yeux. Maintenant, plus personne ne me dit ce qu'on m'a dit sur les 18 ans, pendant 15 ans, on m'a expliqué que l'Europe, c'était la paix. Ben, maintenant, plus personne ne me dit que l'Europe, c'est la paix, je peux vous assurer. Pendant 15 ans, on m'a expliqué que l'Europe, c'était la prospérité. Plus personne ne me le dit non plus, etc., etc. On m'a dit que c'était pour faire contrepoids aux États-Unis. Plus personne ne me le dit non plus. Bon. Si tout ceci se produit, c'est parce que, au-delà de ma personne, au-delà de mes analyses, vous avez des phénomènes qui échappent à la volonté des hommes. La construction européenne emprunte beaucoup de points communs à la construction du socialisme. Beaucoup. C'est ce que les philosophes ou les théologiens appelleraient une téléologie. De téléos, ça veut dire loin. C'est-à-dire une idéologie qui reporte l'avènement du paradis à plus tard, mais qui promet de l'apporter. Les religions, elles ont une... Je vais tenir un propos un petit peu agnostique. Les religions, elles vous promettent le paradis, mais post-mortem. Donc on ne peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Alors que vous avez des idéologies qu'on appelle des téléologies, et qui vous promettent le paradis ante-mortem, c'est-à-dire que vous allez le voir de votre vivant. Ça a été la construction du socialisme, qui annonçait l'avènement d'une société commune, une société sans classe, à chacun selon ses besoins, etc. Bien. Dans les années 1930, il y avait quand même un certain nombre de soviétiques qui avaient subi la découlakisation, les purges, etc. Ils n'avaient pas encore subi les purges, enfin, c'était la férule de Staline qui commençait à s'imposer de plus en plus. En 1930, la Pravda, qui est un journal qui veut dire move Pravda, ça veut dire vérité en russe, la Pravda, qui est le grand journal du Parti communiste de l'Union soviétique, explique à ses lecteurs que l'on atteindra le stade du communisme en 1950. En 1950, Staline est toujours au pouvoir, on n'en parle plus. Khrouchtchev lui succède Staline meurt en 1953, Khrouchtchev lui succède. En 1956, c'est le fameux 20e congrès où Khrouchtchev dénonce les crimes du stalinisme. Et en 1960, Khrouchtchev est interrogé. On dit alors, le communisme, c'est quand, finalement? Parce qu'on construisait le communisme, mais on ne savait pas ce que c'était. On construisait un truc dont on ne savait pas
La construction du socialisme, on ne savait pas quel jour on vous donnerait la clé pour entrer dans votre nouvel appartement. On ne savait pas. Et donc, en 1960, Khrouchtchev dit que l'Union soviétique atteindra le communisme en 1980. L'horizon de notre époque, disait Jean-Paul Sartre, la caractéristique d'un horizon, c'est que plus vous essayez de vous en approcher, plus il s'éloigne. C'est le principe même de l'horizon. C'est le nom choisi par M. Édouard Philippe pour son parti politique, d'ailleurs. En 1980, là, Khrouchtchev est mort, il y a eu Brejnev, et puis Brejnev est mort, je crois, et c'est Andropov qui est au pouvoir, un ancien du KGB, et là, Andropov, alors je ne sais plus si c'est 80 ou 82, 83, on l'interroge, on lui dit, alors finalement, c'est quand? Parce que pendant ce temps-là, l'URSS n'a pas cessé que de perdre du terrain par rapport aux puissances capitalistes. Au point que l'URSS, pour être à la hauteur militaire des États-Unis, est obligée de consacrer des sommes absolument colossales de son PIB à l'armement. Et Andropov dit ce sont des phénomènes complexes. Il ne veut plus s'engager sur une date. C'est au début des années 80. À la fin des années 80, le truc s'effondrera. La construction du socialisme est fondée sur une utopie généreuse. C'est la lutte contre l'intérêt individuel. Il faut travailler pour l'intérêt collectif. Bon. C'est généreux. On promeut Stakhanov, mineur du Donbass d'ailleurs, en Russie, le Donbass. On promeut Stakhanov dans les années 30 parce qu'il multiplie par 100 la norme. Et il a un mineur de fond qui... bon. Mais le problème, c'est que on s'est aperçu dans toutes les civilisations, sous toutes les latitudes, toutes les longitudes, etc., que lorsque vous retirez à un individu, à un être humain, son intérêt individuel, son intérêt personnel à agir, la nature humaine est ainsi faite qu'elle a tendance, à se la couler douce. Voilà. Et donc on assiste partout, toujours, à une baisse de la productivité, à une augmentation du laxisme, de ci, de ça. Donc l'économie ne tient pas les promesses qui avaient été faites. Donc, comme on a prétendu avoir la clé de l'histoire, c'est le marxisme scientifique, etc., c'est la construction. Moi, j'étais allé en URSS en 85 en sortant de l'ENA. On nous avait expliqué, le guide qui nous expliquait que c'était... Partout, il y avait marqué Kommunisme, le communisme vaincra, parce que c'était une loi scientifique de l'histoire. Et donc, comme les specs sont contraires au dogme, ce sont les faits qui ont tort. Donc, on modifie les statistiques. C'est ce qu'avait noté Emmanuel Todd. On cache les statistiques. Et puis, on censure de plus en plus ce qui est contraire au dogme. Et on a une espèce de fatalité qui fonce vers la dictature, le totalitarisme, la censure généralisée, et qui va de pair avec l'effondrement économique et sociétal dans tous les domaines. Or, la construction européenne, c'est la même chose, à ceci près que. Il ne s'agit pas de combattre l'intérêt individuel, au contraire, c'est une espèce de superlativisation, de magnification de l'intérêt individuel. C'est un cynisme éhonté qu'il y a. Non, la construction européenne, elle est fondée sur la négation de l'intérêt national. Mais de la même façon que lorsque vous combattez l'intérêt individuel, vous pouvez le dire, mais les gens se laissent aller. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu les réformes en URSS au début des années 60, la réforme Lieberman-Trapeznikov, qui étaient deux économistes soviétiques, lorsqu'il y a eu le lopin de terre individuel dans les kolkhozes, etc., lorsqu'on a, et a fortiori en Chine, lorsque Deng Xiaoping, sur les conseils de Lee Kuan Yew, a créé les zones économiques spéciales, qui étaient des zones de capitalisme pur et dur, sans le dire, d'un seul coup, on voit redémarrer l'économie. Donc ça prouve que quand on réintroduit de l'intérêt individuel, ça redémarre. La construction européenne, elle est fondée sur une négation de l'intérêt national. Et la France, qui est un pays très politique, puisque la France aurait pu ne pas exister, il y a des frontières naturelles sur la façade de Manche, Atlantique, Méditerranée et les Pyrénées et les Alpes, mais il n'y a pas de frontières naturelles dans tout le nord-est. Bon, la France est une création politique fondée sur la volonté politique d'un souverain émanant du pays de France, donc de Noyon.
la négation de l'intérêt national, en s'attaquant à l'idée de nation, elle est en train de détruire la France. Beaucoup plus que l'Allemagne, par exemple, puisque l'Allemagne, l'unification allemande a été beaucoup plus récente. Le folk allemand, le peuple allemand a précédé l'unification d'Allemagne, alors que c'est l'existence de la France qui a créé le peuple français, avec un peuple composite, avec des Corses, des Bretons, des Celtes, des Germains, des Alsaciens, des Basques, etc. C'est une volonté politique, la France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Allemagne, où le folk a précédé la nation. Alors il se trouve que comme nous sommes un pays catholique romain, un pays de dogme, les pays de dogme, l'Estalie, la France, l'Espagne, le Portugal, sont des pays qui ont été, c'est pas pour rien d'ailleurs, où il y a eu des très forts partis communistes. Parce que nous aimons les dogmes. Le peuple français est un pays de dogmes. Et alors que plus vous montez vers le nord de l'Europe, plus vous avez des pays qui sont des pays pragmatiques, des pays qui ont rejeté, par exemple, le catholicisme à partir des thèses de Luther en 1519. Et donc, plus vous montez vers le nord de l'Europe, plus vous avez des pays qui refusent d'amender les idéaux nationaux. Donc la construction européenne est une espèce d'entité faite de briques et de brocs, avec des pays, au premier rang desquels la France, qui s'aborde ses intérêts nationaux, au nom de cette téléologie en devenir, alors que vous avez des pays qui sont au nord, regardez les Pays-Bas, regardez les Scandinaves, eux qui veulent d'abord et avant tout conserver, c'est pas pour rien, la Scandinavie c'était vraiment intéressant. Les pays les plus démocratiques du monde, ce sont les Scandinaves. Ils ont une tradition viking. Vous savez que les ministres sont dans des bureaux paysagers. Vous savez qu'en Suède, il y a une ministre qui s'était acheté une barre chocolatée dans un distributeur avec une carte du ministère. Elle a été obligée de démissionner parce qu'elle avait acheté pour 1,50 € avec une carte du ministère. Vous voyez, c'est peu dire que nous n'avons pas les mêmes traditions. Et ce que je vois, c'est par exemple sur les pays vikings, comme je les appelle, les pays scandinaves, vous en avez deux, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et dans l'euro. Vous en avez deux, la Suède et le Danemark, qui ont accepté d'entrer dans l'Union européenne, mais ont refusé d'entrer dans l'euro. Il n'y en a qu'un seul sur les 5 qui est dans l'Union européenne et dans l'euro. Voilà. Et donc, alors que nous savons, et ces pays-là défendent leurs intérêts nationaux. Je ne parle même pas des pays de l'Est qui défendent bec et ongle leurs intérêts nationaux parce qu'eux, ils ont subi la dictature du camp socialiste. Alors tout ceci pour dire que effectivement, la France, par soumission à ce dogme, à cette construction européenne, nous avons des dirigeants qui ont abandonné en fait tout ce qu'avait apporté De Gaulle. Et les Français, je pense, c'est ça qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Ils savent qu'ils sont dirigés par des dirigeants qui, au moins depuis Nicolas Sarkozy, parce que Chirac a encore un peu maintenu, quoique encore il a un peu maintenu des apparences, mais depuis Nicolas Sarkozy, les Français sont dirigés. Ils ont le sentiment, à tort ou à raison, moi je pense que c'est à raison, que Sarkozy, puis Hollande, puis Macron ne dirigent plus du tout la France en fonction de l'intérêt de la France, des intérêts du peuple français, mais par soumission à une oligarchie qui d'ailleurs les a catapultés au pouvoir par une manipulation médiatique et sondagière. Alors, le temps file. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc je vais vous demander de faire des réponses un petit peu plus brèves, s'il vous plaît. Comme vous voulez. Pour qu'on puisse aborder les sujets. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, justement. Vous parlez de l'oligarchie. Moi, je voudrais parler de la haute administration. Est-ce qu'on a encore des hommes qui ont le sens de l'État ? Et si oui, pourquoi on en arrive à ce point, justement, où on a l'impression que tout part à volo ? Alors, tout part à volo parce que je pense que je filais une métaphore, une comparaison. C'est plus qu'une métaphore, c'est même une comparaison entre la construction européenne et la construction du socialisme. Comment s'est effondrée la construction du socialisme, en fait ? Il n'y a pas eu de révolte populaire dans les années... J'avais vu dans les années 70, il y avait eu à des romans émanant des États-Unis, bien entendu, on voyait des révoltes populaires en URSS qui faisaient chuter le régime. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Le truc s'est effondré sous le poids de ses propres contradictions, avec des dirigeants qui n'y croyaient plus eux-mêmes, d'ailleurs. Parce que le début de l'effondrement, c'est Tchernobyl.
Tchernobyl, 24 avril, je crois, 1986, 87, 86, je crois. C'est d'un seul coup l'accumulation des sous-investissements, du jouant-foutisme, de ci, de ça, de l'irresponsabilité, de la bureaucratie, etc., qui aboutit à un désastre. Et à partir de ce moment-là, Gorbatchev a lancé la procédure dite de perestroïka et glasnost, c'est-à-dire réforme et transparence. Notez bien ces deux mots, c'est les mêmes qu'on nous inflige à nous. C'est-à-dire que nous, on est dans un truc, comme vous dites, ça part à volo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domaine où on se tourne où ça se passe bien. L'agriculture, l'industrie, la diplomatie, les affaires, les armées, la recherche, la civilisation, la culture, le cinéma, la musique, je sais pas, l'école, les services de santé, la sécurité, dans tout part à volant. Et on a le sentiment d'un peuple qui est en train de s'enfuir de son propre pays mentalement. Vous avez vu cette statistique effrayante, mais effrayante, qui vient de sortir. Il y a eu, en 2023, c'est la dernière donnée connue, plus de 1,1 million de Français qui ont consommé de la cocaïne. Je ne parle pas du cannabis, de la cocaïne. 1,1 million 100 000 Français. En 3 ans, il y en a eu un doublement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peuple qui est complètement désespéré. Les jeunes Français qui ont un peu des moyens, ils rêvent de quoi? Ils rêvent de s'enfuir, en fait. Ils rêvent d'aller au Canada, ils rêvent d'aller en Australie, aux États-Unis, mais partout sauf en Union européenne, et ils rêvent pas d'aller s'installer en Allemagne ou au Luxembourg. Hein. On est dans la même situation que la fin du RSS. C'est-à-dire avec des jeunes générations qui... l'URSS, c'était quoi la fin du RSS? C'était, on leur avait volé leur futur. Ils n'avaient pas le choix. Ils constataient que c'était la dégringolade et on leur expliquait que c'était l'avenir. Il y a un moment à partir duquel il y a une telle dissonance cognitive chez les gens qui n'en peuvent plus. Ils voient bien que ça marche pas, on leur explique que c'est l'avenir et qu'il en faut encore plus. Donc, les soviétiques, ils picolaient. Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 85, il a lancé une grande campagne anti-alcoolique. Les soviétiques, ils faisaient du jouant-foutisme au boulot. Ils se repliaient sur leur serpillier et ils rêvaient qu'une chose, c'est d'émigrer. On en est là. On en est là. La consommation d'alcool, d'anxiolytiques, de stupéfiants, de cocaïne est en explosion. On est un des pays au monde où il y a le plus de consommation de tout ça. Ça témoigne d'un mal... D'antidépresseurs aussi. D'antidépresseurs, je disais anxiolytiques, c'est ce que je disais. Oui, pardonnez-moi. Ça témoigne d'un mal de vivre effrayant. De la même façon d'ailleurs que l'effondrement de la démographie. C'est un phénomène... Emmanuel Todd en parlerait beaucoup mieux que moi. C'est un phénomène qui est capital. Parce que pendant longtemps, même encore en 2010, l'indice de fécondité spontanée, c'était 2,02 par femme. En 2010, vous savez qu'il faut 2,1 enfants par femme pour avoir la reproduction des générations. 2,1 pour tenir compte des enfants qui décèdent ou des gens qui meurent avant de pouvoir procréer. Donc la moyenne, c'est 2,1. On était à 2,02 encore en 2010. On est chuté on est à 1,63. On n'est d'ailleurs pas les plus mal lotis. Il y a encore pire dans l'Union européenne. Ça prouve que c'est quelque chose qui n'apporte pas le bonheur. Ça prouve que c'est quelque chose que les gens ne veulent plus se projeter dans l'avenir. Un autre signal qui est quand même extrêmement inquiétant, même si c'est un tabou des sociétés françaises, c'est la question de l'IVG. Il y a quand même 245 000 avortements par an. C'est devenu maintenant un moyen de contraception. Il n'y a plus que 660 000 naissances, 245 000 avortements, et le nombre de décès est de 643 000. On est quasiment, le nombre de décès est en train d'arriver au niveau, va même sans doute bientôt dépasser le nombre de naissances. Les conséquences d'ailleurs de ça, ce sont des phénomènes cataclysmiques, parce que les conséquences, c'est que le tsunami migratoire, par ailleurs organisé par l'Union européenne, je rappelle que c'est la politique officielle de l'Union européenne, ce tsunami migratoire, il y a des gens qui disent il faut rejeter, etc., etc., mais le problème qu'il y a de fond, c'est que quand vous avez un peuple qui ne se reproduit plus, toute l'histoire de l'humanité depuis la plus haute antiquité, c'est de ça qu'il s'agit.
Vous avez des zones qui sont encore des zones relativement riches, en effondrement démographique face à une explosion des pays du tiers-monde. Bon, là, la cause est entendue. Donc, normalement, si l'on voulait essayer si on avait un chef d'État à la tête de la France, c'est-à-dire tous les signaux, absolument tous, sont au rouge vif, hein, y compris on nous a bassiné sur la réindustrialisation, c'est du pipeau. Il n'y a pas du tout de réindustrialisation. On a fait croire, Macron a voulu faire croire, en se fondant sur des statistiques biaisées, qu'il y avait plein de chefs d'entreprise, ce sont des auto-entrepreneurs qui font rien du tout et ça capote tout de suite. Donc il n'y a pas de réindustrialisation parce qu'il ne peut pas y en avoir, puisque nous avons les charges les plus importantes du monde, les impôts les plus importants du monde, et que nous avons de surcroît une monnaie dont la valorisation sur les marchés financiers intègre l'économie allemande, qui est beaucoup plus compétitive que la nôtre. Donc on a une monnaie, l'euro, qui est intrinsèquement trop chère pour la compétitivité de notre économie. Donc résultat des courses, avec la libre circulation des mouvements de capitaux par ailleurs et la libre circulation des marchandises par ailleurs imposée par l'Union européenne, on est dans une équation absolument insoluble. Donc il n'y a deux solutions pour les entreprises que de dégager, que d'aller se délocaliser. Et pour essayer de les retenir, l'État a fait, c'est un truc de complètement dingue si vous y réfléchissez. L'État dégage des sommes colossales. Ça a été le CICE, maintenant c'est le crédit impôt. Mais maintenant ce sont des dizaines, même centaines de milliards d'euros que l'on verse à des entreprises pour qu'elles veuillent bien rester en France. D'ailleurs, vous avez vu au passage que ces entreprises font preuve d'un grand cynisme, parce qu'on a vu que les entreprises du CAC 40 ont jamais donné autant. 72,8 milliards d'euros de dividendes. Voilà, plus 20 et quelques milliards de rachats d'actions, pratiquement 90 milliards d'euros donnés aux actionnaires, qui correspondent à peu près peu ou prou au crédit d'impôt qu'on leur fait. Alors certains disent c'est scandaleux, ils ont raison d'ailleurs, que la France, en fait, l'État consacre 100 milliards d'euros à donner à des entreprises, et lesquelles, en gros, je schématise, elles donnent ça aux actionnaires, ce qui est quand même assez scandaleux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'État ne versait pas ça, les entreprises n'auraient plus de rentabilité. Elles auraient une rentabilité zéro, et donc les actionnaires leur diraient, vous dégagez, vous allez vous installer au Vietnam ou en Inde. Donc, ça compte pour beaucoup dans le déficit de l'État, parce qu'on essaie de faire vivre une idéologie qui ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas avoir à la fois la même monnaie que l'Allemagne, avoir le principe de libre circulation des mouvements de capitaux, de libre circulation des marchandises, de libre circulation des êtres humains, notamment par l'intermédiaire de l'espace Schengen, et au même moment maintenir ce que souhaitent les Français, qui est un État qui corrige les injustices sociales, qui est un État régulateur, ce que les Français souhaitent depuis Saint-Louis. Je l'explique dans ma conférence sur l'histoire de France. Louis IX a été canonisé à la fin du XIIIe siècle sur demande du peuple français, parce que Louis IX a été le premier souverain à se préoccuper du bien-être du peuple français en créant les établissements de commun profit sur sa cassette personnelle, l'hôpital des 15-20, c'est-à-dire l'ancêtre des services publics, et en créant de surcroît une justice. Saint-Louis sous son chêne, c'est l'image d'Épinal. Saint-Louis sous son chêne à Vincennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire une justice indépendante et qui pouvait donner raison, s'il le fallait, à des serfs. C'est encore l'époque du servage, à des manants, vraiment des gens de toutes petites conditions. Saint-Louis qui se voulait le vicaire du Christ sur terre, donc qui est ce que tu as fait au plus petit d'entre moi, c'est à moi que tu l'as fait. Rappelez-vous les paroles des évangiles. Donc Saint-Louis, Louis IX qui va être canonisé, peut donner raison à des manants par rapport aux grands seigneurs. C'est ça que les Français, depuis 800 ans, ils attendent de leurs responsables politiques. Un chef d'État qui assure l'égalité entre les citoyens, une certaine forme d'égalité, de la justice sociale, etc. Des services publics, parce que justement, pour que les Français, toute opinion confondue, au fond d'eux-mêmes, ils n'admettent pas que, aux grands moments de la vie qui sont la naissance, l'éducation, la maladie, la mort, qu'à ces grands moments d'une vie, les Français soient traités différemment selon leurs conditions sociales, leur origine, leur religion, leur conviction. Voilà. Les Français est un peuple quand même égalitariste, parlez-en avec Emmanuel. Donc, les Français, ils n'admettent pas une santé à l'américaine.
Il n'admet pas une société à l'anglo-saxonne. Or, la construction européenne, elle détruit ceci. Donc votre question, c'est ça que les Français ils sentent. Ils sentent que tout l'âme même de la France, l'essence de la France, j'en parlais tout à l'heure en termes visuels, en termes civilisationnels, le village, l'église, les fêtes religieuses le dimanche, etc., le saucisson, le vin, etc., tout ça, ce qui charpente l'identité française. Mais il y a aussi cette âme de la France dont je viens de parler, avec un petit peu de chaleur, parce que parce que j'aime mon pays, parce que ça me tient à cœur. C'est ça qui est en train d'être détruit par la construction européenne. C'est-à-dire que, si vous voulez, si c'est pas moi, ça sera un autre. Si c'est pas maintenant, ça sera dans 5 ans, dans 10 ans. Mais la construction européenne explosera. Et le grand malheur, c'est que si vous regardez ce qui s'est passé avec la construction du socialisme, c'est que lorsque la construction du socialisme a explosé, ça a pulvérisé l'empire des tsars. L'empire centenaire, pluricentenaire. Et ce qui est à craindre, c'est que la construction européenne, elle soit en train de détruire l'identité, non seulement l'identité, mais l'unité nationale. Moi, je ne vois pas avec beaucoup de plaisir, pour tout vous avouer, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Martinique, en Corse, en Catalogne, enfin en pays, en Bretagne, toutes ces expérimentations avec la communauté européenne d'Alsace que Macron a dans le dos des Alsaciens d'ailleurs, la collectivité européenne d'Alsace, il y a des tendances centrifuges qui se manifestent. On a l'impression que pour un certain nombre de gens, il n'y a plus d'autre solution que de se revenir à des plus petites entités. Et ça sera pour le plus grand triomphe de qui, en définitive? Voilà. Donc, il faut que les Français reprennent confiance dans l'histoire millénaire de leur pays et savoir que ceux qui crachent sur la France devraient réfléchir à ce qu'il serait s'il n'y avait plus de France. Comme le souhaitent, semble-t-il, les plus hautes autorités, puisque France Bleu vient d'abandonner le mot France. Avant, vous aviez France Bleu Pays de Loire, France Bleu Pays de Savoie, France Bleu Bourgogne. Depuis 3 ou 4 jours, la directrice générale, comme ça, a décidé que ça s'appellerait plus France Bleu, ça s'appelle ici. Il y a bien une idée derrière la tête. Partout, le mot France a disparu. Vous n'avez plus de responsables politiques qui vous parlent de la France. Ils parlent de la République, les valeurs républicaines, et la France dans tout ça. Voilà. Et donc, il faut... Et c'est ça, je pense, l'un des principaux problèmes fondamentaux de la société française. Mais poser ce problème revient à en arriver à la conclusion absolument essentielle qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro, qu'ils sont en train de nous détruire. Et c'est la raison pour laquelle, de Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, jusqu'à l'extrême gauche, jusqu'à Monsieur Mélenchon, vous avez personne qui ose poser le problème de ce que sera la France à horizon de 20 ans, comment il la voit. La France, elle voit préempter sa politique étrangère vis-à-vis de la Russie par une femme de 34 ans qui est estonienne, qui ne connaît rien à rien et qui fait prévaloir les intérêts de l'Estonie sur les intérêts du peuple français. Mais on est dans un monde dingue. On va vers l'éradication de l'agriculture familiale. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Qui est-ce qui en décide en définitive? C'est Madame von der Leyen. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France dépend de l'étranger pour son alimentation. Normalement, un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit voir loin, qui doit anticiper à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et surtout, qui doit avoir toujours à l'esprit que l'histoire est cruelle. Qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Au niveau de l'Union européenne, jamais on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord.